Curieusement, pendant la campagne électorale française, les deux candidats principaux, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, se sont référés, tous deux, à la République, mais pas à la devise républicaine. La famille, le travail ont été mis en évidence par les deux candidats, et c'est assez significatif de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Et l'un et l'autre souhaitaient avoir un discours relativement consensuel, comme toujours en campagne présidentielle lorsqu'il n'y a plus que deux candidats, mais on a assisté à une droitisation par rapport aux thèmes abordés dans les campagnes précédentes. On verra tout à l'heure qu'effectivement la patrie, le travail, comme tout le monde le sait, renvoie à une époque plus glorieuse de la République française. J'ai donc décidé de m'interroger sur les avatars de cette utopie qu'est la devise de la République en France. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise a une longue histoire. Elle remonte à 3 siècles certainement. Avant qu'elle se fixe dans sa forme actuelle, il a fallu associer les 3 termes, les ordonner, c'est-à-dire les mettre leur donner une place dans cette trilogie, dans cette triade, et enfin imposer cette formule face aux autres qui pouvaient avoir cours pendant cette période-là. Abordons tout d'abord la période des origines, celle des précurseurs, des pionniers. Le premier en tout cas dans les textes qu'on a trouvés, à utiliser ces termes est Fénelon, l'archevêque de Cambrai, qui était également précepteur du duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV. En 1699, dans son ouvrage pédagogique, Télémaque, qui était destiné justement au duc de Bourgogne, il écrit que les habitants de la cité idéale, et je le cite, s'aiment tous d'un amour fraternel et sont tous libres et égaux. On trouve donc la notion de fraternité, celle de liberté et d'égalité. On sait également que cette devise, qui va devenir celle de la République française, est étroitement associée à celle de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Cette influence est sérieuse, mais il ne faudrait surtout pas croire qu'elle est exclusive. On va passer progressivement de la notion de fraternité religieuse et philosophique à celle de fraternité politique. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pour Fénelon, la fraternité philosophique, c'est celle ou religieuse, c'est celle qui unit tous les êtres humains depuis la création. Et que donc, les êtres humains doivent s'aimer d'un amour fraternel parce ils ont tous été créés par Dieu qui est leur Père. La fraternité politique renvoie à une autre notion. La fraternité politique est liée à l'idée que ce sont les membres d'un groupe qui vont s'aimer parce qu'ils ont décidé de vivre ensemble. Autrement dit, les membres du groupe ne sont pas des frères a priori, ils ne redeviennent pas des frères, ils deviennent des frères. Il y a donc une nuance à apporter. En 1776, une circulaire du Grand Orient de France évoque la triade, donc les 3 valeurs, les 3 principes que sont l'égalité, la liberté et la fraternité, et tous ces principes sont présentés comme des principes régulateurs de ce mouvement philosophique. Il faudra toutefois attendre 1793 pour qu'une loge ministère soit installée et porte le titre distinctif de liberté, égalité et fraternité. Donc il ne faut pas dire que ce sont les francs-maçons qui ont inventé cette notion, même si elle est devenue effectivement une devise essentielle pour eux. En 1790, Claude Fauchet, qui est un prêtre, dont
pendant la Révolution, publie un discours aux vainqueurs de la Bastille. On se souvient donc que le 14 juillet 1789, la Bastille avait été prise par le peuple et que ce fut le signal, pas le signal, mais surtout le symbole de la chute de l'arbitraire de la monarchie absolue de Louis XVI. Et Claude Fauchet écrit ceci. « Comme citoyen et comme prêtre, je saisirai toutes les occasions d'établir que la religion catholique, c'est-à-dire universellement fraternelle, ramenée à ses vrais éléments et dépouillée de tout fanatisme qui la défigure, est la religion de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'unité. » Alors, vous voyez, ici, il s'agit non seulement de la triade, à laquelle s'ajoute la notion d'unité, que l'on trouve dans la bouche plutôt d'un prêtre. C'est un prêtre qui se dit membre du clergé et citoyen, et c'est en tant que tel qu'il renvoie à la triade. Donc, ici, il y a un lien évident entre l'idée républicaine et d'autre part des principes chrétiens. On en arrive, après cette période des prémices, des origines, on en arrive à la période de la construction et de la construction de cette devise. Alors, deux médiations vont intervenir, la médiation patriotique et la médiation nationale. Dans le cadre de la médiation patriotique, nous sommes frères parce que nous avons une patrie. Donc je répète ce que je disais tout à l'heure, les hommes ne redeviennent pas frères comme ils pouvaient l'avoir été aux origines de l'humanité, ils le deviennent. Il y a donc une opposition par rapport à la vision religieuse et philosophique. Alors, on connaît le destin de la monarchie au lendemain de la Révolution. Après la chute de la monarchie absolue, une monarchie constitutionnelle se met en place. Cette monarchie constitutionnelle dure jusqu'au 20 septembre 1792. À cette date-là, le roi est enfermé à la prison du Temple, va commencer son procès, et le 21 janvier 1793, il est guillotiné. Alors là, il s'agit d'un phénomène d'un épisode extrêmement important sur le plan symbolique. Il s'agit, donc ça veut dire que la royauté ne disparaît pas seulement sur le plan, je dirais, intellectuel ou politique, elle disparaît physiquement. Elle disparaît physiquement puisqu'il n'y aura plus de roi jusqu'en 1814, au moment de la Restauration. D'ailleurs, cet épisode renvoie immédiatement, nous fait penser immédiatement à l'ouvrage de Freud, Totem et Talbot, publié en 1913, dans lequel il expliquait que le chef de la horde primitive, tyrannique, aurait été assassiné par ses fils, qui auraient dû construire le consensus social sur base de cet assassinat et que par conséquent, la loi aurait été créée pour remplacer ce père tyrannique. En 1790, Robespierre, dans son projet de décret sur l'organisation des gardes nationales, explique dans son article 16, que les gardes nationales, je cite, porteront sur leur poitrine ces mots gravés, le peuple français et au-dessous, liberté, égalité, fraternité. Les mêmes mots seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront les trois couleurs de la nation. En 1793, donc au début de la Terreur, un membre du club des Cordeliers, Momaro, propose que les habitants du département de Paris soient invités
je le cite, « à faire peindre sur la façade de leur maison les mots unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Très rapidement, on se met à contester cette notion de liberté, d'égalité et de fraternité comme étant une hypocrisie. Marat, dès juillet 1790, s'élève contre le suffrage censitaire et demande ce que l'on pourrait bien attendre, je le cite, de ces assemblées d'imbéciles qui ne rêvent qu'égalité, qui se vantent d'être frères et qui excluent de leur sein les infortunés qui les ont affranchis. Fin de citation. Il écrit cela donc dans le journal qu'il a créé, L'Ami du Peuple. On retrouvera cette même idée, mais de manière encore plus virulente, lorsqu'on est en plein dans la terreur, lorsque, en juillet 1794, Barère et Robespierre proclament que nos ennemis ne peuvent être nos frères, la fraternité ne peut exister pour les ennemis de la vertu. Fin de citation. Autrement dit, tous les hommes ne sont pas frères, même tous les Français ne sont pas frères non plus, puisque on sait qu'il y a beaucoup d'aristocrates qui ont quitté le territoire, qui ont franchi le Rhin, ceux qu'on appelle les émigrés, et qui, aux yeux des révolutionnaires, ne peuvent pas porter cette appellation de frères. La notion, après avoir été mise en cause par un certain nombre de révolutionnaires, va tenir pendant le temps du Directoire, mais lorsque Napoléon devient consul en 1799, donc au mois de novembre, le 18 Brumaire 1799, il va remplacer cette devise de liberté, égalité et fraternité par celle de liberté, ordre public. On voit tout de suite que le régime essaye de faire une synthèse entre, d'une part, l'idéal révolutionnaire qui est lié à la liberté, et d'autre part, la notion d'ordre, qui renvoie évidemment qu'il y a des relents de monarchie absolue. Et effectivement, peu de temps après, le 2 décembre 1804, il se fait couronner empereur, donc il renoue avec la monarchie. Il ne s'agit pas d'une monarchie absolue, mais toutefois, on trouve toute une série d'éléments qui renvoient à un régime autoritaire, pour ne pas dire très autoritaire. La devise a donc disparu pendant une quinzaine d'années. Excusez-moi, oui, une quinzaine d'années. Alors, en 1814, Napoléon est battu une première fois, il revient pendant les 100 jours, puis il repart après la bataille de Waterloo vers l'île de Sainte-Hélène, donc sur l'équateur, et c'est la Restauration, pendant 15 ans. Bien évidemment, la devise liberté, égalité, fraternité n'est plus de mise. Sous la monarchie de Juillet, qui est mise en place en février 1830 par Louis-Philippe, même chose. Il faut donc attendre février, excusez-moi, j'ai donc dit février 1830, c'est juillet 1830. Il faut attendre encore 18 ans pour que la notion, la devise, revienne à l'ordre du jour. Cette devise revient à l'ordre du jour en février donc 1848, lors de la fameuse révolution de février, qui, à l'inverse de la révolution de 1830, n'est pas une révolution qui est seulement politique, mais qui est vraiment une révolution également sociale. Quelques mois plus tard, cette révolution va être matée, et c'est le Parti conservateur qui va reprendre le dessus et qui va tout doucement amener, comment dirais-je, un régime personnalisé qui sera celui du prince Louis Napoléon Bonaparte, et qui conduira en 1852 à la restauration de l'Empire jusqu'au mois de septembre 1870. Cette période, cet épisode de 1848 est une période extrêmement importante, évidemment, pour fixer la notion.
Renouvier, dans son manuel républicain de l'homme et du citoyen, écrit « La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. S'il n'y avait que liberté, l'égalité irait toujours croissant et l'État périrait par l'aristocratie. Car les plus riches et les plus forts finiraient toujours par l'emporter sur les plus pauvres et les plus faibles. S'il n'y avait qu'égalité, le citoyen ne serait plus rien, ne pourrait plus rien par lui-même, la liberté serait détruite et l'État périrait par la trop grande domination de tout le monde sur chacun. Mais la liberté et l'égalité réunies composeront une république parfaite grâce à la fraternité. C'est la fraternité qui portera les citoyens à concilier tous leurs droits, de manière à demeurer des hommes libres et à devenir, autant qu'il est possible, des héros. Cette devise, non seulement est celle de la Seconde République, mais la Constitution de 1848 va distinguer d'une part les principes et d'autre part les bases, donc dans un subtil distinguo qui montre bien qu'il faut à la fois soutenir ceux qui ont fait la révolution sociale et d'autre part ne pas mécontenter, irriter le parti de l'ordre, le parti conservateur. Du côté des principes inscrits dans la Constitution de 1848, on trouve la devise liberté, égalité, fraternité. Du côté des bases, on fait référence à la famille, au travail, à la propriété et à l'ordre public. On voit tout de suite qu'il s'agit donc bien de rassurer la droite. Le temps de la consécration vient donc viendra véritablement sous la Troisième République. Car dans les années 1850-1860, la devise est très attaquée. Tout d'abord, lorsque Napoléon le Petit, comme l'appellera Victor Hugo, c'est-à-dire le prince Louis-Napoléon prend le pouvoir, Karl Marx, dans son ouvrage La lutte de classe des classes en France, n'hésite pas à lancer des sarcasmes à l'encontre de la fraternité républicaine, qui pour lui est un mythe, véritablement, car pour lui, cette notion de consensus cache, bien entendu, la réalité sociale douloureuse que vivent les gens, et en particulier la classe ouvrière à cette époque-là. Et pour lui, la fraternité républicaine n'est rien d'autre qu'un équilibre sentimental des intérêts de classe contradictoires, une exaltation enthousiaste au-dessus de la lutte des classes. De plus, la fraternité des classes antagonistes, dont l'une exploite l'autre, son expression véritable, authentique, prosaïque, c'est la guerre civile, dit Marx. La guerre civile sous sa forme la plus effroyable, la guerre entre le capital et le travail. Alors là, Marx, il est vraiment à la gauche extrême, à la pointe du mouvement social à ce moment-là. Mais il ne faut pas croire que les critiques ne viennent que de ce côté-là. On les trouve évidemment de l'autre côté de l'échiquier politique. Et c'est ainsi qu'Auguste Comte, le philosophe positiviste, qui va avoir tellement d'influence dans la deuxième moitié du XIXe siècle, oppose dans son catéchisme positiviste, s'oppose au terme égalité dans la devise, car pour lui, et je le cite, « Aucune société ne peut durer si les inférieurs ne respectent pas leurs supérieurs, et s'il n'y a pas de vénération des faibles pour les forts. » Donc, Auguste Comte, qu'on présente souvent comme un personnage tellement novateur pour cette époque-là, comme vous voyez, a une opinion quand même, on peut dire, plus que conservatrice, puisqu'on pourrait la traiter carrément presque de pré-fasciste, quand il parle de vénération des faibles pour les forts, et que pour lui, il y a un ordre social auquel on ne peut pas déroger, et par conséquent, cet ordre, il a été fixé une fois pour toutes, et qu'il n'y a pas de possibilité de mobilité sociale. Un peu plus tôt,
Victor Considérant, en 1848, n'allait évidemment pas du tout dans le même sens, mais comme Claude Fauchet en 1790, renvoie à nouveau aux origines chrétiennes de la devise. Dans son ouvrage « Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts », il écrit « Qui ose dire catégoriquement que notre société réalise en effet la liberté, l'égalité et la fraternité. N'est-ce pas au nom de la liberté, de l'égalité que vous défendez votre odieuse devise? Laissez faire et laissez passer. Et que direz-vous de la fraternité dans ce régime industriel et social qui écrase les faibles, qui hérisse de mendiants les pavés de vos cités, qui ne se soutient contre le vice et le crime qu'il engendre qu'à grand renfort de baïonnettes, de lois répressives? La révolution qui a proclamé l'avènement de la liberté, de l'égalité et de la fraternité n'est pas accomplie. Elle ne sera accomplie que par l'incarnation dans les faits sociaux de ces trois grands thèmes philosophiques et chrétiens, liberté, égalité, fraternité. Donc, Victor Considérant, évidemment, soutient cette devise de liberté, d'égalité, mais il considère qu'il s'agit d'un paravent pour la classe bourgeoise au pouvoir et que l'avènement de cette société nouvelle, qui doit effectivement avoir pour devise la liberté, l'égalité et la fraternité, n'est pas encore venu. On avance un petit peu dans le temps. Sous le Second Empire, Napoléon III va reprendre la formule utilisée par son oncle Napoléon le Grand, Napoléon Ier, c'est-à-dire liberté, ordre public. On sait qu'il s'agit d'un empire qui a connu des phases successives, d'abord l'empire autoritaire jusqu'en 1860, puis l'empire libéral et enfin l'empire parlementaire tout à la fin, peu de temps avant la guerre franco-prussienne. Et Napoléon III, de nouveau, il essaye d'établir un consensus entre, d'une part, le peuple qu'il a élu et d'autre part, les milieux conservateurs et financiers, industriels surtout, sur lesquels repose son régime. En 1865, donc quelques années avant la fin du Second Empire, une assemblée générale du Grand Orient de France proclame que la devise liberté, égalité, fraternité sera dorénavant la devise officielle de cette obédience. Et après la chute de l'Empire, en pleine Troisième République, et l'on sait que la maçonnerie a eu un rôle très important à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au rite français, qui est un des rites utilisés par le Grand Orient de France, la devise liberté, égalité, fraternité va remplacer l'acclamation vivat, vivat, semper vivat, c'est-à-dire que la maçonnerie vive, qu'elle vive toujours, et elle va devenir obligatoire dans les loges maçonniques à partir de ce moment-là. À la fin du XIXe siècle, un certain consensus va s'établir entre un certain nombre, je dis bien un certain nombre de chrétiens progressistes et d'autre part les idées républicaines. C'est ce qu'on trouve en particulier sous la plume de Brunetière, chrétien donc, qui écrit ceci. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise républicaine. Nous avons tous intérêt à ce qu'elle continue de l'être. Mais le sens de ces mots ne se précise, le contenu ne s'en éclaire, la définition ne s'en dégage qu'à la lumière de l'idée chrétienne. Vous vous souvenez, on a entendu déjà ce thème à 2 reprises précédemment. Ôter l'idée chrétienne, dont ils ne sont en fait qu'une imitation ou une laïcisation, la signification s'en abolit. Donc, à ce moment-là, il y a donc une rencontre entre l'idée républicaine et d'autre part les valeurs chrétiennes. Donc il y a acceptation de l'installation de la Troisième République par un certain nombre de chrétiens. Toutefois, on se trouve quelques années avant
les lois de Combes, le petit père Combes, président du Conseil, qui va mettre en place, même s'il n'était plus là au moment où elle a été votée, puisqu'il ne sera plus là en 1905, mais il était là donc peu de temps auparavant, et c'est à lui donc on doit cette loi malgré tout, la fameuse loi de séparation d'Église et de l'État qui instaure la laïcité en France de manière, on peut l'espérer, définitive. Bien que les menaces à l'heure actuelle qui pèsent sur ce principe soient sérieuses. Dès 1880, la devise ternaire, liberté, égalité, fraternité, va être inscrite au fronton des édifices publics, donc des mairies, des administrations, des palais de justice, des écoles en particulier. Et en 1940, cette devise sera effacée des édifices publics lorsque le régime de Vichy se met en place avec Philippe Pétain. Et à ce moment-là, la devise va être remplacée par celle de travail, famille, patrie. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduisant mon exposé, ce thème du travail, de la famille et de la patrie ont été très présents pendant la campagne présidentielle en France, donc au mois de, enfin pendant tout le premier semestre 2007. Vous connaissez le slogan de Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », qui met le travail au centre de son projet de redressement de la France. La famille a été mise en évidence par Ségolène Royal, qui a profité justement, entre autres choses, comment dirais-je, du fait qu'elle était une femme pour attirer un certain nombre de voix sur ce thème-là. Quant à la notion de patrie, ils y ont fait référence tous les deux, y compris justement Ségolène Royal, lorsqu'elle a proposé quelques semaines avant la fin de la campagne, lors d'un congrès de militants, aux Français de mettre des drapeaux tricolores à toutes leurs fenêtres. Donc quelque part, il y a des relents plus que conservateurs que l'on a pu sentir dans cette campagne électorale. Le généralissime Weygand, qui était le général en chef donc, des armées françaises en 1940, n'hésite pas à la même époque à dire qu'il faut en revenir au culte et à la pratique d'un idéal résumé par ces quelques mots: Dieu, patrie, famille, travail. On sait que pendant 4 ans, ces thèmes vont être constamment présents dans l'État français vichiste, pétainiste. Pétain, d'ailleurs, dès le mois de septembre 1940, explique pourquoi il convenait de rejeter catégoriquement la devise républicaine au profit d'une nouvelle formule davantage conforme aux principes désormais dominants. Je le cite. « Lorsque nos jeunes gens, lorsque nos jeunes filles entreront dans la vie, nous leur dirons que la liberté réelle ne peut s'exercer qu'à l'abri d'une autorité tutélaire qu'ils doivent respecter, à laquelle ils doivent obéir. Nous leur dirons ensuite que l'égalité doit s'encadrer dans une hiérarchie fondée sur la diversité des fonctions et des mérites. Nous leur dirons enfin qu'il ne saurait y avoir de fraternité véritable qu'à l'intérieur de ces groupes naturels que sont la famille, la cité, la patrie. » Donc, la liberté, oui, mais soumise à une autorité. L'égalité, oui, mais encadrée par une hiérarchie. La fraternité, oui, mais soumise à la famille et à la patrie. Alors,
cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, a-t-elle encore du sens quand elle est interprétée de cette manière? Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy, pendant la dernière campagne présidentielle, donc en 2007, a évoqué les mêmes thèmes. On n'a pas parlé en tant que tel de la devise républicaine, mais en revanche, la notion d'autorité a été reprise par les deux candidats principaux, et la notion d'hiérarchie en tant que telle, et telle qu'elle, a été reprise également par Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas dit qu'il était pétainiste, je n'ai pas dit non plus qu'il était fasciste, mais on sent en tout cas une dérive qui s'explique évidemment, en l'occurrence, par la nécessité de récupérer le maximum de voix à l'extrême droite, et Ségolène Royal a bien compris qu'il y avait un déplacement de l'électorat, au niveau des thèmes en tout cas, vers la droite. Elle a donc été opportuniste en l'occurrence. Venons-en maintenant à notre période, c'est-à-dire on va faire un saut de plusieurs décennies, je mets entre parenthèses l'époque gaullienne, et j'en arrive où la devise n'a pas été remise en cause, bien entendu, et j'en arrive aux années 1990. À la fin de la présidence de François Mitterrand, pendant 2 ans, Édouard Balladur, qui est le chef de file de la droite, avec Jacques Chirac, on sait qu'ils vont se disputer à ce moment-là, en 1995, pour avoir le leadership et pour être candidat et l'emporter à l'élection présidentielle. Édouard Balladur, en 1994, va commander à Alain Minc, qui fait partie de ces intellectuels entre guillemets, en tout cas de ces gens qu'on invite souvent sur les plateaux de télévision, et qui sont plutôt, je dirais, des gens qui soutiennent le régime, à la fois sur le plan idéologique, qui sont les excuses idéologiques, je dirais, du régime politique. Et Alain Minc va présider une commission, et lorsque le rapport officiel de la commission qu'il dirigeait va être publié, on va y trouver ces lignes. On va y trouver en tout cas très clairement énoncé la volonté de substituer au compromis de l'après-guerre fondé sur l'égalité un nouveau compromis qui sera fondé, lui, sur l'équité. Donc c'est dorénavant l'équité qui va remplacer le concept d'égalité. Et on peut lire dans ce rapport qui a été transmis donc à Édouard Balladur en 1994, ceci. La France a vécu jusqu'ici sur un modèle égalitaire simple. Accroire de façon uniforme les droits juridiques, le pléonasme c'est le rédacteur du rapport, ce n'est pas moi, droit juridique, on voit bien que ça n'a pas de sens d'utiliser cette expression, les droits juridiques ou sociaux, réduire les inégalités de revenus, développer pour tous les prestations sociales. Ce compromis est remis en cause par l'évolution vers une société plus ouverte, plus individualiste. La France est aujourd'hui à la recherche d'un compromis de combat qui rende compréhensible et acceptable pour tous la course à l'efficacité et ses sacrifices. Ce compromis se substituera à celui des années de forte croissance. Par conséquent, la Commission souhaite qu'il soit fondé sur le principe d'équité, par opposition à l'aspiration égalitaire qui a bercé toute l'histoire sociale de l'après-guerre. Fin de citation. On voit bien que ce rapport est un discours très lénifiant, qui justifie la politique à ce moment-là et qui justifie évidemment la classe dominante. Ce qui est frappant, bien sûr, c'est de voir qu'un certain nombre de valeurs ont basculé. Même les gens de droite, même Pétain, utilisait l'égalité, même s'il en pervertissait tout à fait le sens. Tandis qu'ici, on propose très clairement de substituer
un terme par un autre. Et donc c'est un changement de valeur. On est dans une autre société quand on parle d'équité et qu'on ne parle plus d'égalité. D'autant plus que cette notion d'équité vient directement du philosophe américain qui a eu beaucoup de succès, qui a toujours beaucoup de succès, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Théorie de la justice en anglais, John Rawls, qu'il y a, théorie selon laquelle il y a des inégalités qui sont justes et efficaces, et au-delà que l'accroissement de celles-ci n'est pas condamnable dès lors qu'il se traduit par une amélioration du sort des plus défavorisés. Donc voilà, hein, on est carrément passé dans une idéologie qui existait auparavant, mais qui est formalisée de manière tout à fait évidente. On est dans le libéralisme pur et dur. Voilà, je crois avoir fait le tour de cette histoire qui a maintenant 3 siècles, même si c'est surtout au XIXe siècle que la notion s'est forgée. Longue histoire qui n'est certainement pas terminée. La notion de liberté, d'égalité, de fraternité est toujours la devise officielle de la République française. On la trouve toujours inscrite sur les bâtiments publics français, même si beaucoup de gens considèrent que cette notion de fraternité n'est qu'un avatar de la charité chrétienne et qu'elle ne produit pas du droit, mais gère plutôt une morale.